Quand la gloire arrive avant la maturité, ce n'est pas un cadeau, c'est une dette qui attend son échéance. Les histoires de Sika. Abonne-toi pour nous encourager. Dans un quartier populaire d'Abidjan où les rêves meurent souvent avant leur propriétaire, Cassie grandissait avec une certitude étrange, presque violente, celle de ne pas appartenir à l'ombre. Il n'était pas le plus fort, ni le plus riche, ni le plus chanceux, mais il portait en lui un feu que même la pauvreté n'arrivait pas à éteindre. Son père réparait de vieilles radios et passait ses journées à chercher des fréquences mortes, sa mère vendait du poisson fumé sous le soleil, et lui, il écoutait. Il écoutait les sons que personne ne remarquait, les murmures de la ville, le rythme des pas pressés, les cris du marché, le souffle de la lagune la nuit. À 16 ans, pendant que les autres rêvaient de moto ou de football, Cassie rêvait de foules immenses qui chantaient son nom sans savoir pourquoi elle pleurait en même temps. Un soir, après une humiliation de trop, après avoir été chassé d'un studio parce qu'il n'avait pas d'argent, il marcha longtemps jusqu'à l'eau, là où même les pêcheurs hésitaient à rester après le coucher du soleil. Il parla tout haut, sans prière, sans respect, avec la colère d'un enfant prêt à tout. Il dit qu'il voulait réussir, qu'il voulait être grand, qu'il voulait que le monde l'écoute, même si le monde devait en souffrir. Il ne savait pas que certaines n'oublient jamais les paroles prononcées avec le désespoir. Dans les cercles fermés de la musique ivoirienne, là où se croisent producteurs, politiciens et hommes qui ne dorment jamais tranquilles, un nom existait sans jamais être prononcé clairement. On le murmurait à voix basse, souvent après un succès trop rapide ou une chute trop brutale. Une sirène ancienne, connue dans plusieurs pays, capable de faire d'un adolescent affamé une icône continentale, capable aussi de reprendre tout ce qu'elle donnait. Elle ne demandait ni argent ni sang immédiat. Elle demandait une promesse. Une promesse liée au futur. Ceux qui avaient refusé n'étaient jamais devenus célèbres. Ceux qui avaient accepté n'avaient jamais vieilli en paix. La rencontre ne fut ni spectaculaire ni violente. Elle fut calme, presque tendre. L'eau était froide, immobile, trop silencieuse pour être honnête. Quand elle apparut, elle n'avait rien d'un monstre. Elle était belle d'une beauté qui mettait mal à l'aise, une beauté qui donnait envie de s'agenouiller sans comprendre pourquoi. Sa voix ne venait pas de sa bouche, elle venait de l'eau elle-même. Elle lui demanda ce qu'il voulait vraiment, pas ce que les gens veulent habituellement, mais ce qu'il désirait au point de perdre le sommeil. Il répondit sans hésiter qu'il voulait marquer son époque, qu'il voulait être inoubliable. Elle sourit lentement et lui expliqua le prix sans élever la voix, comme on expliquerait les règles d'un jeu ancien. Elle dit qu'elle lui donnerait la gloire, la puissance, l'influence, l'accès aux hommes forts et aux portes fermées, mais qu'en échange, elle prendrait l'esprit de son premier-né quand le moment viendrait. Il resta silencieux longtemps. Il pensa qu'il était trop jeune pour avoir un enfant, trop jeune pour que cette promesse soit réelle, trop ambitieux pour reculer. Il accepta. L'eau le recouvrit brièvement, et quand il ressortit, il n'était plus exactement le même. Les mois suivants furent irréels. Les chansons venaient à lui comme si quelqu'un les lui soufflait. Les mélodies semblaient déjà connues du public avant même leur sortie. Les radios diffusaient ces morceaux sans explication. Les producteurs le recherchaient, les journalistes parlaient de génie, les foules criaient son nom avec une ferveur presque religieuse. On disait qu'il avait un don, qu'il travaillait dur, qu'il était différent. Personne ne parlait des nuits sans sommeil, des rêves d'eau, des voix qui chantaient quand il essayait de se taire. À 22 ans, il remplissait des salles immenses. À 25, il était invité dans des salons où l'on parlait plus de pouvoir que de musique. À 30 ans, il était une légende vivante. Et pourtant, chaque fois qu'il se regardait dans le miroir après un concert, il avait l'impression que quelqu'un d'autre le regardait aussi, depuis très loin. Il tomba amoureux tard, presque par accident. Elle ne venait pas de son monde. Elle ne connaissait pas les pactes, ni les coulisses, ni les sacrifices invisibles. Elle aimait l'homme plus que l'artiste, et cela le déstabilisait. Quand elle tomba enceinte,
il sourit devant elle, mais son cœur se serra violemment. Quand l'enfant naquit et qu'on lui annonça que c'était une fille, il sentit quelque chose se briser en lui. Il la prit dans ses bras, la regarda longtemps, et promit intérieurement qu'aucune force, aucune entité, aucun pacte ne la lui enlèverait. Il commença alors à refuser certains appels, à retarder certaines obligations, à se convaincre que la promesse faite à 16 ans pouvait être oubliée. Les signes apparurent doucement, presque avec politesse. Des concerts annulés sans raison. Des pertes de voix soudaines. Des accidents évités de justesse. Des rêves de plus en plus précis dans lesquels l'eau montait lentement pendant qu'une voix féminine lui rappelait qu'on ne trahit pas ce qui donne la gloire. Un soir, alors qu'il regardait sa fille dormir, il sentit une présence derrière lui. Il n'osa pas se retourner immédiatement. La voix lui demanda s'il se souvenait de ce qu'il avait accepté autrefois. Il répondit qu'il était prêt à tout donner sauf elle. Le silence qui suivit fut plus terrifiant que n'importe quelle menace. La voix dit simplement que les dettes anciennes ne disparaissent jamais, qu'elles changent seulement de forme, puis elle disparut, laissant une flaque d'eau sur le sol sec. À partir de ce jour, sa santé commença à décliner. Les médecins ne comprenaient pas. Les analyses étaient normales. Son corps semblait fatigué d'une fatigue qui ne venait pas du travail. À 33 ans, l'âge où certains deviennent sages, il était épuisé comme un vieil homme. Il parlait de moins en moins, souriait de moins en moins, protégeait sa fille avec une obsession presque maladive. Il savait que quelque chose approchait. Il savait que refuser avait un prix. Il n'imaginait pas encore jusqu'où la sirène était prête à aller pour récupérer ce qui lui avait été promis. Les jours passaient et Cassie ne comptait plus les nuits où il se réveillait en sursaut, le cœur battant, la gorge sèche, persuadé d'avoir entendu sa fille pleurer alors qu'elle dormait paisiblement dans la chambre voisine. Il passait de longues minutes debout dans le couloir, incapable de respirer normalement, la main contre le mur froid, comme si la maison elle-même pouvait l'empêcher de sombrer. Sa compagne le regardait changer sans comprendre, elle qui l'avait connu lumineux, bavard, presque excessif dans sa joie de vivre. Un soir, alors qu'il restait assis dans le salon sans allumer la télévision, elle finit par briser le silence. Elle lui demanda ce qui n'allait pas, pourquoi il semblait constamment ailleurs, pourquoi il sursautait au moindre bruit d'eau, pourquoi il refusait désormais de prendre sa fille dans les bras quand il rentrait tard. Il hésita longtemps avant de répondre, puis murmura qu'il était fatigué, que la pression devenait trop forte, que la célébrité avait un coût invisible. Elle s'approcha de lui, posa sa main sur son visage et lui dit doucement qu'il n'était pas obligé de porter tout cela seul. À cet instant précis, une pensée le traversa comme une lame, celle de lui dire la vérité, toute la vérité, de lui parler de la lagune, de la promesse, de la sirène. Mais les mots restèrent coincés. Il baissa les yeux et répondit simplement qu'il avait besoin de temps. Les problèmes commencèrent à devenir publics. Lors d'un grand concert retransmis à la télévision, sa voix se brisa en plein refrain. Le public pensa à une émotion trop forte, mais Cassie savait. Dans ses oreilles, il avait entendu un rire étouffé, un rire liquide, ancien, moqueur. Dans les coulisses, son manager paniquait, répétant que ce n'était pas normal, que ce concert devait lancer une tournée internationale, que des investisseurs importants étaient présents. Cassie resta silencieux, assis, la tête entre les mains. Le manager finit par lui dire, sur un ton plus dur, qu'il devait se ressaisir, qu'il avait trop de responsabilités pour se permettre ce genre de faiblesse. Cassie leva lentement la tête et répondit d'une voix cassée que certaines dettes ne se paient pas avec de l'argent. Le manager éclata de rire nerveusement et lui demanda ce que cela voulait dire. Cassie ne répondit pas. La nuit suivante, le rêve revint, plus précis que jamais. Il se trouvait dans une immense salle de concert vide, les sièges trempés, l'eau montant lentement jusqu'à la scène. La sirène était là, assise sur un trône de coquillage, tenant dans ses bras une petite silhouette qu'il reconnut immédiatement. Il cria son prénom, tenta de courir,
mais ses pieds étaient lourds comme s'ils s'enfonçaient dans la vase. La sirène lui parla sans hausser la voix, lui demanda pourquoi il avait cru pouvoir garder ce qui ne lui appartenait pas, pourquoi il avait cru qu'un serment prononcé à 16 ans pouvait être annulé par l'amour. Il hurla qu'il donnerait tout le reste, sa carrière, son argent, sa vie même, mais pas sa fille. La sirène le regarda longuement, puis répondit que certains refus sont plus chers que l'obéissance. Il se réveilla couvert de sueur, suffocant, avec une sensation d'eau dans les poumons. À partir de ce moment, sa fille tomba souvent malade sans raison claire. De simple fièvre, disaient les médecins, mais Cassie voyait dans ses yeux une fatigue anormale, comme si quelqu'un d'autre tirait sur son énergie. Un soir, alors qu'il la berçait pour l'endormir, il sentit ses mains trembler. Il se mit à lui parler à voix basse, comme si elle pouvait comprendre, lui demandant pardon pour des fautes qu'elle n'avait jamais commises. Sa compagne, inquiète, l'observait depuis le seuil de la porte. Elle lui demanda pourquoi il pleurait. Il répondit que parfois, aimer quelqu'un plus que soi-même fait peur. Elle ne comprit pas, mais ne posa pas plus de questions. Les pertes s'enchaînèrent. Un contrat annulé au dernier moment. Une tournée reportée indéfiniment. Des collaborateurs de longue date qui prenaient soudain leur distance. Certains murmuraient qu'il était fini, que son époque était passée. D'autres parlaient de malédiction. Cassie entendait tout sans réagir. Il savait que le compte à rebours avait commencé. Un vieux musicien, connu pour ses liens avec les traditions anciennes, demanda un jour à le voir en privé. Ils se retrouvèrent dans une petite cour, loin des caméras. Le vieil homme le regarda longtemps avant de parler et lui demanda ce qu'il avait donné pour en arriver là. Cassie répondit qu'il avait travaillé dur. Le vieil homme secoua la tête et dit que ce n'était pas ce genre de réussite-là, que certaines voix ne chantent pas seules. Cassie sentit ses jambes faiblir. Le vieil homme lui conseilla de protéger l'enfant coûte que coûte, mais ajouta, avec tristesse, que certaines alliances ne se rompent qu'avec l'avis de celui qui les a conclues. Le corps de Cassie commença à le trahir de façon plus violente. Des douleurs soudaines, des pertes de mémoire, des saignements de nez en pleine interview. Les médecins parlaient de stress extrême, de surmenage. Lui savait que c'était plus ancien, plus profond. Un soir, il prit sa compagne à part et lui dit qu'il devait lui avouer quelque chose d'important. Il commença à parler du passé, de sa jeunesse, de son obsession pour la réussite. Quand il mentionna la lagune, elle l'interrompit, lui demandant s'il allait bien, s'il n'était pas en train de perdre pied. Il se tut. Il comprit que certaines vérités ne peuvent être partagées sans détruire ceux qui les entendent. Il choisit le silence une fois de plus. La dernière apparition de la sirène ne se finit dans un rêve ni dans l'eau. Elle se produisit dans un moment banal, presque cruel. Cassie était seule dans sa salle de bain, se regardant dans le miroir, le visage amaigri, les yeux cernés. La lumière vacilla, et il sentit une présence derrière lui. Elle lui dit calmement que le temps était écoulé, qu'elle avait attendu assez longtemps, qu'elle respecterait sa décision de ne pas livrer l'enfant, mais qu'elle récupérerait ce qui lui revenait autrement. Il se retourna et la vit, partiellement humaine, partiellement liquide, comme si elle n'avait plus besoin de se cacher. Il lui cria qu'elle ne l'aurait pas, qu'il était prêt à mourir. Elle répondit que c'était exactement ce qu'elle venait prendre. Avant de disparaître, elle ajouta que sa fille vivrait, mais qu'elle porterait toujours la trace de cette dette. Les semaines suivantes furent un lent effondrement. Cassie savait qu'il n'atteindrait pas l'année suivante. Il passa plus de temps avec sa fille, en silence, la regardant jouer, rire, vivre. Un jour, elle lui demanda pourquoi il était toujours triste. Il sourit faiblement et lui répondit qu'il était juste un peu fatigué, mais qu'il l'aimait plus que tout. Elle posa sa petite main sur sa joue et lui dit qu'elle aussi l'aimait. Il ferma les yeux pour retenir ses larmes. La nuit de sa mort, il demanda à être seul. On le retrouva au matin, paisible, comme endormi.
Les médecins parlèrent d'un arrêt brutal, inexpliqué. Les fans pleurèrent un génie parti trop tôt. Personne ne parla du pacte. Personne ne parla de la sirène. Mais au fond de la lagune, une onde lente parcourut l'eau, comme un soupir ancien, et quelque part, une petite fille se réveilla en sursaut, avec l'impression d'avoir perdu quelque chose sans savoir quoi. Il ne resta de Cassie que des chansons, des images figées sur des écrans géants, des hommages pleins de larmes et de phrases toutes faites. Les médias parlèrent d'un génie parti trop tôt, d'un artiste consumé par la pression, d'un destin injuste. Sa compagne garda le silence, parce qu'il y a des vérités qui rendent folles celles et ceux qui les portent. Sa fille grandit avec un vide qu'elle ne sut jamais nommer, une absence lourde mais aussi une protection invisible, comme si quelque chose avait été définitivement brisé avant de pouvoir l'atteindre. Les années passèrent et, parfois, lorsqu'elle se tenait près de l'eau, elle ressentait un frisson étrange, non pas de peur mais de distance, comme si l'eau la reconnaissait sans oser s'approcher. Les anciens, eux, continuaient de murmurer le nom de la sirène quand un succès semblait trop rapide, trop parfait pour être honnête. Certains jeunes artistes riaient de ces histoires, convaincus que le talent suffit toujours, d'autres écoutaient en silence, le regard fuyant, parce qu'au fond d'eux une petite voix leur rappelait que rien de grand ne naît sans prix. La lagune, elle, resta calme, fidèle à sa nature, gardienne des promesses et des trahisons, témoin muet d'un pacte scellé par l'ambition d'un adolescent et brisé par l'amour d'un père. Et si le monde n'a jamais su pourquoi Cassie est mort à 33 ans au sommet de sa gloire, l'histoire, elle, murmure encore cette vérité simple et cruelle. Tout ce qui ne vient pas au bon moment finit toujours par réclamer ce qui compte le plus, car on peut tromper les hommes, on peut tromper le temps, mais on ne trompe jamais les forces auxquelles on vend son avenir. Abonne-toi pour plus d'histoires percutantes et laisse-nous tes appréciations dans les commentaires.